Merci beaucoup, Monsieur Balestra, mesdames et messieurs, rebonjour ou bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas encore vus jusqu'à maintenant. Moi, je vais faire une petite introduction et me permettre quelques éléments un petit peu plus politiques par rapport à cette première prise de parole. Je remercie les initiatrices et les initiateurs de Slow Festival qui justement fait vraiment écho à une politique qu'on souhaitait mener il y a pas mal d'années, qui se confirme maintenant aussi après cette période de pandémie, comme on a pu se le dire tout à l'heure. Donc pour moi, c'est le moment où on peut faire l'éloge de deux choses. L'éloge du lent, comme vous le portez aussi dans votre ADN de festival. Alors, un bel écrivain a écrit l'éloge de la lenteur. Je pense que c'est une dimension qu'on a beaucoup oubliée dans notre humanité et puis plus prosaïquement dans le développement de nos politiques publiques, mais aussi justement, puisque nos politiques publiques s'adressent à des citoyens, des citoyennes, des habitants, des habitantes, on a oublié cette dimension qui, on l'a vu pendant la période de pandémie, nous se rappelle à nous, on va dire ça comme ça, et nous permet peut-être de nous recentrer sur l'essentiel qui compose notre vie, l'essentiel de notre vie, mais dans son rapport à l'autre. On ne va pas faire un cours de philosophie aujourd'hui, mais c'est quand même ces éléments essentiels sur lesquels, grâce à une certaine lenteur, on a pu se recentrer pendant cette période de pandémie. Maintenant, justement, il faut capitaliser, même si ce n'est pas le mot qu'on a envie d'utiliser aujourd'hui, sur cet éloge du lent pour pouvoir développer, en tout cas dans la position où nous sommes avec le service Parcs et Domaines et à la municipalité de la ville de Lausanne, pour développer nos politiques publiques et nos projets, parce que prendre le temps, c'est aussi en gagner en qualité, et c'est des éléments qui sont assez fil rouge dans nos manières de travailler. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite aussi, et c'est ce avec quoi on souhaite faire tâche d'huile par la suite. À côté de l'éloge du lent, il y a aussi l'éloge du petit. Peut-être pour les plus anciens parmi nous, on se souvient de Small is Beautiful. On voit aussi aujourd'hui qu'on a tout intérêt à développer dans n'importe quel domaine des unités beaucoup plus petites, que ce soit justement quand on parle de transformation ou de production, de travailler sur des unités plus petites, de les mettre en réseau. Ça permet d'avoir quelque chose qui est plus efficace. Et puis surtout, si on fait le lien avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, quelque chose de plus robuste. Ce n'est pas très compliqué à comprendre que le gigantisme n'a plus sa place et n'est pas robuste et ne résistera pas à un deuxième choc ou à un autre type de choc comme on vient de le vivre au niveau de la pandémie. Ça, ce n'est pas de la philosophie, c'est aussi peut-être une autre approche du système économique qui, on peut le dire maintenant, a vécu ou en tout cas montre toutes ses faiblesses, notamment quand on est dans une période de pandémie comme on vient de vivre et comme on est encore en train de vivre actuellement. Donc pour moi, c'est création de plusieurs unités petites, mais dans tous les domaines. On aura l'occasion de parler avec M. Varadi, notamment des jardins de poche. On aura l'occasion de parler du pressoir de Ceris. Dans la direction où je suis, on développe aussi des projets culturels, justement dans ce qu'on appelle nous des petits édicules. C'est des petits bâtiments qui avant étaient des kiosques, des toilettes ou des stations justement de tram, et puis qu'on reconvertit comme des espaces d'expression culturelle. Personnellement, je pense que dans ce domaine-là, peut-être les tout grands musées, les énormes musées, c'est peut-être une vision à long terme, mais est-ce qu'ils ont vraiment leur place? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt justement à délocaliser, surtout dans les villes, ces lieux d'expression, ces lieux de production, ces lieux de transformation, non seulement pour mieux se les approprier, mais aussi, et encore une fois, si on les met en réseau, pour être plus efficaces et surtout beaucoup plus robustes. Ça, c'est peut-être un peu l'approche philosophique et changement de système économique sur lequel on doit, à mon sens, œuvrer aujourd'hui. Comme l'a dit M. Balestra, avec le service Parcs et Domaines, on a développé différentes politiques publiques, différentes stratégies. On a bien entendu au cœur de la discussion aujourd'hui et en résonance avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, la politique d'agriculture urbaine qu'on a posée. On a une politique de nature en ville. On a une stratégie pour le patrimoine arboré et forestier, et on voit qu'avec déjà ces trois grandes politiques publiques et stratégies,
on voit toute la dynamique très concrètement par rapport à ce qu'on a discuté et ce qu'on va discuter aujourd'hui, où la ville, elle pose le socle, les bases, pour qu'ensuite puissent justement émerger ces projets qui font du sens, qui donnent du sens finalement à l'action publique, mais à l'action aussi, bien entendu, pour tout un chacun et tout un chacune. Et puis, on voit les liens très concrets qui se développent. Peut-être on ne va pas faire beaucoup de théorie, mais quand même un petit peu l'approche systémique, de comprendre tous les liens qu'il y a entre chacune de ces unités dont je parlais tout à l'heure, entre les différents domaines, entre les différents acteurs. C'est aussi peut-être ce changement de paradigme auquel on doit adhérer et qu'on doit mettre en sens et en action aujourd'hui, et qu'on essaye de faire très concrètement avec le service Parcs et Domaines. Si on se concentre sur la politique d'agriculture urbaine, on parlait tout à l'heure de différentes approches aussi avec l'agriculture traditionnelle et faite par nos paysans qui sont là depuis des décennies. Ce qu'on souhaite à la ville de Lausanne dans le développement de notre politique d'agriculture urbaine, c'est s'inscrire en complémentarité avec les agriculteurs qui font aussi dans d'autres espaces de l'agriculture traditionnelle. Bien entendu qu'il y a une évolution souhaitée et souhaitable vers une agriculture de plus en plus bio, de plus en plus écologique. Et puis, c'est ce à quoi la ville de Lausanne s'attelle aussi avec ses agriculteurs, parce qu'on a encore 7 fermes. Et au début de la législature, on a discuté avec eux. L'idée n'était pas de les brusquer, parce que c'est ce qu'on disait aussi. Je pense qu'on malmène beaucoup trop mal justement nos agriculteurs. Et puis, on voulait accompagner, et c'est ce qu'on fait, accompagner le mouvement vers du bio parcellaire. Et puis, on a fait un peu le bilan avec le service Parcs et Domaines. En 2016, quand on a commencé à réfléchir avec eux cette transformation des surfaces agricoles vers plus de bio parcellaire et plus de bio, on était par rapport au total de la surface d'agriculture qu'on a avec nos fermiers à 6% de bio et de bio parcellaire. En 2020, on est à 14%. Ce qui est déjà un joli résultat. Alors bien sûr, ça ne va peut-être pas assez vite pour certains, bien sûr, c'est peut-être pas assez pour certains, mais en comparaison suisse, on a vu que sur l'ensemble du plateau suisse, on est plutôt à 10%, et puis sur le plateau vaudois, on est plutôt à 8%, donc avec nos 14% de bio et de bio parcellaire sur l'ensemble de nos surfaces agricoles avec nos fermiers lausannois, on est assez content justement de voir la progression. Et puis, comme on l'a aussi discuté quand on a fait la visite de terrain, tout cela demande aussi de changer de métier, de tester des choses. Et puis là, pour notre part, on n'avait pas très envie de brusquer nos fermiers pour dire maintenant on change les baux, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir ailleurs. Ça, c'est pas notre manière de travailler. On sait que ça demande des sacrifices. Ce qu'on discutait aussi, je pense qu'on doit être vraiment attentif au monde paysan, et puis on n'en parle pas assez, même si on est dans une belle journée de soleil, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de suicides dans le monde paysan, et puis la pression est tellement grande qu'on peut le comprendre, mais il ne faut pas l'accepter, on ne doit pas l'accepter. C'est pour ça que l'agriculture urbaine, telle qu'on souhaite la développer ici en ville de Lausanne, bien sûr qu'on a envie d'une Lausanne comestible, d'une Lausanne qui nourrit aussi sa population, mais on ne veut pas, en tout cas moi, d'un point de vue politique, ça n'a jamais été ma ligne, de dire on se passe de nos paysans dans tout le reste de la Suisse, et puis les villes seront à 100% autonomes, pourront vivre de manière autarcique en étant nourricières de l'ensemble de la population. J'y crois peut-être d'un point de vue technologique, mais je trouve qu'on n'a strictement rien à y gagner d'un point de vue, on va dire, sociologique. Je pense que nos paysans ont leur place dans notre société. Et puis, pour certains profs d'Uni qui sont très focalisés justement sur les villes peuvent nous nourrir entièrement, je pense qu'ils oublient de voir comment évolue un paysage si on ne l'entretient pas. Et je pense que les paysans, bien entendu, leur activité première, c'est de nourrir la population, mais il y a aussi un effet positif, on va dire collatéral, c'est qu'ils entretiennent le paysage. Et si d'aventure on se passe de paysans puis qu'on dit les villes peuvent nourrir l'ensemble de la population, je pense qu'on aura aussi pas mal de problèmes sur l'évolution de nos paysages. Un paysage qui n'est pas entretenu devient une forêt. Alors, des forêts, bien sûr qu'on les aime aussi, on a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là, mais il y a peut-être un équilibre, et ce qui fait aussi la beauté de la Suisse, ce sont ces paysages, mais très souvent ce sont aussi des paysages culturels, des paysages entretenus, et on a un peu tendance à l'oublier, et on a un peu tendance à oublier de rendre grâce aussi aux paysans
pour cela. Donc ce point est vraiment fondamental dans notre manière de travailler sur ce projet d'agriculture urbaine. Autre élément fondamental, on le voit dans les projets qu'on développe. Vous aurez l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur quand M. Varadi notamment parlera des jardins de poche, mais c'est aussi le cas, on le verra avec M. Maillefer pour le pressoir. Ces projets qui visent à faire de l'agriculture urbaine mettent aussi très très en avant l'aspect participation de la population, parce qu'on est aussi dans cette dynamique et cette gouvernance sociale du XXIe siècle où on sent que la ville, que le pays ne se fera pas sans la participation. On ne va pas bazarder, si vous me passez l'expression, l'ensemble des outils de notre démocratie semi-directe qui ont fait leurs preuves et qui continuent à faire leurs preuves, mais il y a, on le sent, une autre manière de s'approprier l'action publique, de faire l'action publique, où la population a sa place, elle revendique sa place. Encore une fois, on a l'initiative, le référendum, on élit des gens, on peut être élu soi-même, mais il y a aussi une autre manière de faire de la politique au sens large du terme. Et puis, c'est aussi avec ces démarches participatives qu'on entend et qu'on développe les projets d'agriculture urbaine. Et puis, peut-être dernier élément sur lesquels je me permettrai de revenir, il y a peut-être, c'est aussi un principe que j'ai cité tout à l'heure. Je pense que dans ce domaine de la politique agricole, alors là, on redézoome de la politique d'agriculture urbaine, mais c'est dans la politique agricole, mais tout comme aussi, on le voit dans la politique vitivinicole, il y a un principe qui doit nous guider, c'est la solidarité. Comme je le dis à plusieurs reprises, certains pensent que c'est un principe qui est naïf, mais pas du tout. C'est un principe qui nous permettra de perdurer. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, justement, entre guillemets, d'ennemis quand on a envie de développer quelque chose pour notre société, pour nos territoires. La solidarité, c'est ce qui nous permettra d'avancer et d'avancer bien et dans la dignité pour chacun et chacune dans son domaine de compétences. Et ça, si on ramène ça à l'agriculture, au sens large, c'est aussi ce qu'on doit au monde agricole, c'est ce qu'on doit aussi à nos projets d'agriculture urbaine. Je finirai là-dessus parce que vous avez aussi la possibilité après d'entrer plus concrètement sur les actions que mène la ville de Lausanne. On l'a aussi dit à plusieurs reprises, si on arrive à mener ces actions, c'est parce qu'on a un service qui est hyper motivé, qui est hyper passionné, on l'a vu avec beaucoup de compétences sur la visite qu'on a eue tout à l'heure avec Monsieur Buache. On a justement aussi cette capacité d'aller chercher des partenariats à l'extérieur. Bien sûr qu'on sait faire des choses nous-mêmes, on l'a vu, mais on n'est jamais aussi fort et aussi pertinent que quand on a aussi de l'apport de l'extérieur. Les présentations et les personnes qui feront ces présentations pendant cette journée en attestent. Ce sont tous des partenaires avec lesquels on partage les mêmes valeurs, et ce qui fait aussi des belles politiques. Et puis, on se réjouit justement d'avoir encore de nouveaux projets, de nouveaux liens. Il y a eu un appel tout à l'heure, quand on a eu cette présentation des fours. C'est bien tombé dans nos oreilles. Et puis, c'est aussi par des journées comme ça, puis on vous en remercie, qu'on arrive à tisser ces liens, échanger nos expériences, et puis toujours aller plus loin, plus vite et plus fort vers une société plus durable. Et grâce à vous, ça sera possible. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne fin et bonne suite de journée avec nous dans ce merveilleux lieu de l'Orangerie. Merci. Je passe aux questions. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Witzidorf? Alors, vous précisez encore que Madame Witzidorf va nous quitter. On ne va pas passer l'après-midi avec nous. D'autres ont bien fait. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vous laisse quand même la question. Non, vous n'avez pas de questions? C'était effectivement très clair. Merci beaucoup. Merci. Très bel après-midi. Merci. Voilà, très bien. Maintenant, j'appelle Madame Gaëlle Rivière pour parler. Pardon, Monique Keller. Monique Keller, je vais essayer de tenir les 10 minutes.
Alors, merci de votre attention. Moi, je vais vous parler de Lausanne Jardin. Alors, ça n'a pas directement un lien avec l'agriculture urbaine, dans le sens où Lausanne Jardin, c'est un événement, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais je veux quand même vous expliquer un petit peu le concept, le principe. C'est un événement qui a lieu tous les 5 ans, depuis les années 97. Le projet a été mis sur pied à l'époque par la ville de Lausanne et une association, Jardin Urbain, pour en fait amener du vert en ville. Enfin, je sais pas, peut-être que vous vous souvenez, dans les années 90, les gens, les habitants de la ville sortaient, partaient en fait, allaient s'installer dans les endroits périurbains ou même à la campagne, parce que voilà, les villes, elles étaient pas très intéressantes. Enfin, il y avait un peu de culture, mais pas de façon non plus. Enfin, il y avait cette culture émergente. Alternative, il y avait certains lieux, mais aussi, enfin, au niveau de la qualité de vie, c'était pas évident. En plus, c'était une période où il y avait pas mal de chômage. Enfin, moi, je me souviens, j'ai diplômé dans ces années-là, et franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de se barrer, quoi. Enfin, de partir de Lausanne. Bref, donc dans ce contexte de morosité, Lausanne Jardin est venu un petit peu comme avec un événement éphémère dans la ville pour égayer cette ville, pour lui redonner un peu de qualité de vie, pour lui refaire découvrir des endroits, pour que les gens apprécient de nouveau leur ville et pour sortir un petit peu la voiture aussi, parce que c'est quand même ça le problème de cette ville, et pour lui donner un petit peu de qualité de vie, des lieux de rencontre. Et en fait, 25 ans, 22 ans après, enfin 23 maintenant, on réalise que Lausanne Jardin a toujours lieu d'être, même si aujourd'hui la ville est devenue beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivante, beaucoup plus... voilà, les gens sont revenus, hein, il y a eu une grande enfin, la ville est à la croix pendant toutes ces années, comme partout en Suisse, comme partout en Europe. Mais on a réalisé que Lausanne Jardin avait toujours sa place, puisqu'en fait, Lausanne Jardin permet de tester grandeur nature des événements éphémères, enfin des installations paysagères éphémères dans l'espace public. Donc c'est à la fois un outil de sensibilisation, mais c'est aussi un outil pour faire la ville de demain, pour essayer d'installer des choses, de voir si ça fonctionne avec les gens, de partir à la reconquête de l'espace public, parce que l'enjeu est quand même toujours là. Alors le Covid a un petit peu aidé, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces rues qui tout d'un coup se retrouvent avec des terrasses agrandies, des pistes cyclables. Alors voilà, il y a eu un coup de pouce. Lausanne Jardin, ça fait maintenant un moment justement qu'on essaye de se réattribuer, en fait, pour que les habitants et les usagers de la ville puissent se réattribuer l'espace public, un espace public qui a pendant longtemps été laissé aux voitures, que ce soit par des parkings, par des routes, etc. Donc, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des sites Lausanne Jardin. Il y avait une trentaine de sites, de juin à octobre. Je vais vous montrer 2 exemples avec l'agriculture urbaine, parce que justement Lausanne Jardin permet de tester des choses, et notamment donc aussi sur le plan de l'agriculture urbaine, même si ce n'était pas le thème. Le thème principal que nous avons choisi, c'est celui de la pleine terre, parce que sans pleine terre, il n'y a pas de vie. Ça, c'était un peu notre credo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes, beaucoup d'urbanistes qui construisent le sous-sol, et ensuite qui disent oui, on mettra quelques arbres sur les dalles de parking ou sur les dalles de... Et en fait, non, on réalise que si le monsieur Buech était là, non, il n'est plus là, monsieur Buech était là, il pourrait vous le confirmer, un arbre en pot, parce que c'est ça, du moment qu'on est sur dalle, on plante des arbres et des végétaux en pot. Ça dure un certain temps, il faut beaucoup d'engrais, il faut beaucoup de produits, c'est beaucoup d'entretien pour que ça fonctionne. Et encore, ça dure sur 10-15 ans. Après, le pot s'épuise, il faut changer la plante. Donc, le mieux pour les plantes, c'est la pleine terre. La pleine terre, ce que nous, on appelle la pleine terre, c'est vraiment ce sol, cet humus qui est en contact avec le sol profond, c'est-à-dire, idéalement, jusqu'à la roche-mère, puisqu'on sait que le sol se nourrit des minéraux qui sont vraiment, on va dire les organismes vivants du sol, que ce soit le ver de terre ou les bactéries, vont aller en fait chercher, éroder le sol, la roche-mère pour aller extraire les minéraux, pour les ramener en surface. Et à l'inverse, ces mêmes organismes amènent en fait les détritus des organismes, enfin des plantes, le compostage, on va dire des feuilles, etc., les fait descendre, et donc c'est un cycle comme ça. Mais il faut savoir qu'un pot, une plante en pot,
Effectivement, on est très loin de quelque chose de naturel. Et si on va avoir une alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation avec tous les nutriments, parce que voilà, c'est pas en mangeant une tomate hors sol qu'on aura l'ensemble des nutriments qu'on trouve dans une tomate qui a poussé en pleine terre et qui peut aller puiser très profondément tout ce dont elle a besoin. Donc cette pleine terre, il faut en prendre conscience. Aujourd'hui, c'est pas encore complètement arrivé dans les esprits, notamment chez les urbanistes. Hier soir, j'ai fait une conférence à Zurich un peu sur ce thème-là. C'est un projet de parking sur 5,5 hectares qu'on est avec une association en train de combattre. Et en fait, les gens nous disent oui, mais ce sera très vert, ce sera très écologique parce qu'on a prévu des nichoirs et puis on va mettre quelques arbres. Eh ben non. Sans terre, il n'y a pas... La terre, c'est vraiment le début de la chaîne alimentaire, c'est le début de la chaîne. Sans terre, il n'y a pas de vie. On peut faire semblant pendant un petit moment, mais à terme, c'est mort. Et ça, je crois que ce n'est pas entré encore dans la tête des planificateurs, ni forcément de la population. Et c'est pour ça qu'on a en fait travaillé vraiment pour montrer ce que c'est la Terre, comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut malgré tout faire dans des endroits minéraux, hors pleine terre, parce que c'est quand même aussi, voilà, on ne va pas pleurer sur ce qui est perdu. Nous, on dit, gardons ce qui est encore à garder, sauvegardons, protégeons ce qui est à protéger, et essayons de rattraper ce qui n'est plus possible. Donc ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, je vais passer à ces deux projets. Je vais en présenter encore deux autres qui sont sur Annecy. Je vous expliquerai. Ça, c'est un des sites que nous avons réalisé à Montétan. Bon, vous voyez rien, hein, j'imagine. Enfin, je sais pas. Si, vous voyez. Bon, c'est micro-macro. C'était l'idée, en fait, de venir dans un espace public délaissé. Est-ce que ça, c'est le thème aussi, justement, de la reconquête des espaces publics, c'est de valoriser les espaces publics comme lien social. Comme l'a dit Madame Litzisdorf tout à l'heure, c'est vrai que le petit, dans les quartiers, que ce soit les jardins de poche ou les espaces comme ça, ont une grande valeur. C'est que c'est des espaces qui font que les gens se rencontrent, tissent des liens, échangent. Voilà. C'est des lieux, c'est des pépinières à créativité. Et ce sont des lieux importants, surtout en temps de crise, on l'a vu. Quand on ne peut plus vraiment aller consommer dans des bars, dans les musées, etc., qu'est-ce qui reste? C'est l'espace public. Ce sont finalement des endroits relativement résilients et sûrs aussi au niveau sanitaire. Donc ici, on a créé un espèce de petit salon dans l'espace public, un endroit qui n'était pas très apprécié parce que beaucoup de crottes de chiens, beaucoup de gens qui n'en portaient pas tellement soin. Et nous, on a aussi réalisé de notre côté que plus on apportait du soin, ou plus on apportait quelque chose à un lieu, plus il était ensuite soigné par les personnes, les visiteurs. C'est-à-dire que les tags, vous les trouvez pratiquement que sur des bâtiments moches. Ça, c'est un peu la règle. En faisant des visites guidées, c'est un petit peu la règle que j'ai vue. L'incivilité ne va pas là où les gens apportent du soin au lieu. Donc, c'est aussi l'intérêt, avec Lausanne Jardin, de venir un peu comme moi, j'appelle ça de l'acupuncture du territoire, c'est de venir mettre quelque chose avec qui fait du sens et avec un peu d'attention à un endroit qui est un petit peu mort, et puis pour le revaloriser. Donc avec là, on ne pouvait pas travailler directement la pleine terre, même si au fond elle existe, mais c'est un sol perméabilisé, on n'avait pas la possibilité d'aller jusqu'au fond. Donc on a proposé en fait de venir avec des bacs en toile, faire de l'agriculture urbaine. Alors c'est clair, c'est éphémère, même si maintenant tout le monde veut garder ce jardin, et on est en train de pérenniser, pérenniser, ça ne veut pas dire à long terme, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans. On est en train de voir, et peut-être qu'effectivement, la ville de Lausanne, elle va décider de planter, c'est des plantes essentiellement potagères, donc il y a des courgettes, des courges, il y a il y a des liserons, il y a beaucoup de plantes grimpantes, il y a du houblon, il y a toutes sortes de plantes qui sont à la fois ornementales et potagères. Et peut-être que la ville de Lausanne va décider vraiment de mettre toutes ces plantes dans le sol, ce qui serait magnifique. Bon, là, vous voyez, l'expérience a montré que en fait, les gens se servaient sans détériorer les plantes. Et ça, c'est aussi une expérience qui est vraiment fascinante avec Lausanne Jardin. C'est que Lausanne Jardin, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune
il n'y a pas de sécurité, il n'y a aucune surveillance, il n'y a rien. Et pourtant, les plantes ne sont jamais vandalisées. Ce qui est vandalisé, ce sont les sites en général en dur, avec du matériel, que ce soit au passage Saint-François, on a eu pas mal de soucis. Les voitures peintes en vert à l'église vers l'avenue du Léman, là aussi on a eu des problèmes. Mais le végétal n'a jamais été, pendant tous ces mois, vandalisé. Donc il y a un vrai respect du vivant par le public. Bon voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Après, il y a eu pas mal de soirées apéro, les gens sont même venus avec des fours à raclette électriques. Enfin, il y a eu toutes sortes d'événements, des gens du quartier qui ont organisé leur anniversaire, etc. Et vraiment, les gens nous ont écrit en disant il faut garder ce jardin, c'est génial. Et particulièrement pour des gens qui n'ont pas leur propre jardin, ça fait vraiment office de lieu de rencontre qui est différent de celui de Valency, parce que l'idée c'est quand même de proposer différents types de lieux, des lieux plus intimistes, des lieux plus larges, enfin toutes sortes d'endroits pour des usages différenciés. Aujourd'hui, les gens aiment sortir, les gens aiment occuper l'espace public, donc il faut répondre aussi à ces besoins par ce genre d'installation. Là, je vous montre une autre installation, c'est en fait... je ne sais pas si vous voyez, moi là je vois rien, mais on va dire ça, c'est vers Églantine, c'est l'école d'Églantine, enfin c'est une école quoi, avec un petit parc, et comme souvent pour délimiter ces parcs ou ces cours d'école, on y met des haies de laurel ou voilà, de charmier. Aujourd'hui on n'aime plus trop la laurel. La laurel c'est cette espèce de, peut-être que vous connaissez, c'est un peu comme du laurier, c'est du laurier du Caucase, c'est des feuilles très persistantes, enfin qui restent, c'est pour ça que c'est apprécié. C'est vert, mais c'est absolument stérile. Il ne s'y passe rien. Au niveau biodiversité, c'est que dalle. Donc, on a décidé, dans le cadre de Lausanne Jardin, de retirer toute une haie de laurel. C'est à peu près sur 60 mètres, ou même plus. Et on y a mis une lasagne potagère. Enfin, une lasagne potagère, c'est une sorte enfin, ils appellent ça lasagne, c'est une butte de permaculture. Ici, on voit qu'ils ont amené c'est du gazon, enfin c'est des coupes d'herbes qu'ils ont amenées pour azoter un peu le terrain. Enfin voilà, en fait, ils ont fait des couches comme ça, successives, et ils y ont planté toutes sortes de fruitiers. Bon là, on voit je ne sais pas si vous voyez la butte. Pas trop, oui, un petit peu. Et là, avec les écoliers qui sont dans l'école juste à côté, la ville de Lausanne donc, a planté, là en l'occurrence je pense c'est un framboisier, enfin ce que vous avez vu tout à l'heure dans les serres, donc sur toute la longueur ont été plantés des framboisiers, des résinets, des groseilliers, des courges, des courgettes, des tomates, toutes sortes de plantes vivaces et annuelles. Et c'était... voilà, là, on voit peut-être... Quand c'est terminé, et ensuite ça a vraiment pris, d'ailleurs ça existe toujours, hein, vous pouvez toujours y aller, et aussi là les gens venaient, les élèves à la rentrée étaient contents de pouvoir manger des petites tomates, des trucs comme ça, et donc on voit que ça fonctionne dans le sens où il n'y avait pas eu de vandalisme, les plantes n'ont pas été arrachées, les plantes ont été... voilà, c'est vraiment c'était un test, hein, parce que Lausanne Jardin, c'est aussi un laboratoire grandeur nature. On a vu qu'en fait, c'est tout à fait ça résiste. Les personnes respectent et elles ont du plaisir. Donc ça fait un élément pour le quartier en plus, puisque les gens se rencontrent, discutent de ce qu'ils peuvent prendre ou pas. Enfin, il y a des échanges là autour. Pour les élèves aussi, ça permet un petit peu d'avoir quelques connaissances sur l'agriculture, enfin sur simplement le fait de planter des aliments. Et parce que les gens n'ont pas forcément de jardin dans ce quartier. Donc voilà, donc c'est des éléments aussi, c'est des aimants qui attirent les gens et qui favorisent le lien. Juste, je vous montre encore deux projets, je ne sais pas si j'ai du temps. Encore deux projets, mais très vite, à Annecy Paysage, puisqu'on avait une collaboration avec Annecy Paysage, c'est une manifestation paysagère un peu similaire. On a monté un projet Interreg qui s'appelait Naturopolis. Et eux, ils ont aussi proposé des installations en lien avec l'agriculture urbaine. Et notamment un endroit qui s'appelle Place au Vert. C'était donc une petite place
on va dire, ça servait plus pour les crottes de chiens qu'autre chose, donc c'était vraiment pas du tout valorisé. Ils y ont mis une installation avec du bois qui faisait à la fois office de banc public, il y a des endroits pour s'asseoir, de contenants pour les plantes potagères et de compost. Donc il y avait des lieux où on pouvait venir mettre ces différents détritus végétaux et avec les gens les services de la ville qui s'occupaient de faire ce compostage. Alors bien sûr, c'est pas forcément, je dis pas que le compost il est super, enfin il est magnifique, on peut le réutiliser, mais c'est une façon d'inciter les gens à prendre soin et à réaliser que tout est valorisable, y compris justement ces déchets naturels. C'est aussi un lieu qui a bien fonctionné, enfin il y a pas mal de gens qui l'utilisaient, enfin c'est devenu aussi un lieu de rencontre. Ensuite, il y avait ce magnifique projet de potager dans la ville. Donc, c'est dans un parc, dans un grand parc urbain, normalement avec du gazon, etc. Où ils ont fait ce potager en forme de labyrinthe. Enfin, c'est pas vraiment un labyrinthe, c'est une sphère avec des voilà, forme de mandala, exactement. Et avec des petites parcelles et chaque fois avec un mélange de plantes. Enfin, quelque chose de très très beau. Enfin, très esthétique. Et en même temps, là aussi, c'était l'idée de voir comment les gens se comportent, comment les gens réagissent quand il y a des plantes comestibles qui sont données en libre accès. Et, le résultat aussi était vraiment étonnant. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui venaient voir plusieurs fois parce qu'ils voulaient voir les plantes évoluer, qui des fois prenaient des choses, mais simplement qui regardaient aussi, qui s'inspiraient de savoir quelles plantes on pouvait planter dans son potager, voir comment ça fonctionne, avec quoi les jardiniers les ont mélangés, et puis du coup des échanges entre personnes intéressées. Donc voilà, c'est un projet aussi qui est un projet phare d'Annecy Paysage et un projet dont les habitants aussi demandent à ce qu'il soit pérennisé. Donc je pense qu'ils vont le laisser parce que c'est vraiment devenu quelque chose d'assez attractif en fait pour la ville. Voilà. Merci beaucoup. C'est déjà tout. Merci. Voilà. Ah oui, j'ai fait ça. Je vous passe le thème, moi. D'accord. Alors, comme l'a dit M. Balestra tout à l'heure, on va passer la parole à Mme Gilbert qui va nous présenter la FRAC, donc la Fédération romande de l'agriculture contractuelle de proximité. C'est un peu compliqué à dire, mais on va le clarifier. Voilà, notre nom est un peu compliqué, mais ce qu'on fait, c'est qu'on est des spécialistes d'un modèle particulier parmi les circuits courts. Donc les circuits courts alimentaires, pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'alimentation. Au-delà de la beauté d'un paysage, c'est vraiment comment nourrir les gens des villes. Donc j'ai marqué juste quelques exemples. Donc, que vous connaissez ici à Lausanne, il y a un superbe marché 2 fois par semaine. Il y a différentes possibilités. Il y a aussi des shops de producteurs, il y a aussi des magasins, épiceries participatives, épiceries en vrac. Il y a différentes manières d'avoir accès aux produits agricoles de la région. J'ai aussi noté les groupements d'achat groupés. C'est des systèmes qui se développent pas mal où finalement les gens se mettent ensemble pour commander quelque chose. Donc il y a un modèle qui existe à Genève depuis très longtemps. Mais je vois, on pourra peut-être en parler après. Et moi, je représente la fédération d'un modèle très particulier, ce qui est celui de l'agriculture contractuelle de proximité. Voilà. Alors, je vous ai noté une belle définition. Je sais, je n'étais pas censée mettre du texte, mais c'est quand même plus clair comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire un partenariat consommateur-producteur. De discuter ensemble, de dire, OK, qu'est-ce que le producteur peut proposer, qu'est-ce que le consommateur aimerait, à quelle fréquence, à quel prix, et vraiment se mettre ensemble, de dire, OK, moi, en tant que consommateur, je m'implique aussi, je vais vraiment mettre un engagement profond dans ce que je vais consommer. Donc là, ce qui est important dans cette définition aussi, c'est l'idée qu'il y a des risques, les responsabilités, mais aussi les bénéfices de l'agriculture qui sont partagés. Donc c'est vraiment important pour les producteurs.
Comment ça marche? Eh ben, il n'y a pas un modèle prédéfini. Chacun décide ensemble. En fait, l'idée, c'est de se rencontrer, de dire, OK, nous, en tant que producteurs, voilà ce qu'on propose, à telle fréquence, voilà ce qu'on a. Et les consommateurs disent, OK, nous, ça nous intéresse, on serait hyper intéressés à vous soutenir. Est-ce que vous arrivez à nous faire un panier toutes les semaines, un panier tous les mois? Comment est-ce qu'on peut bosser ensemble? Donc, là, ça peut être soit une association, ça peut être juste des producteurs qui sont associés, ça peut être une coopérative, donc là c'est plus engageant pour les consommateurs, ou totalement informel. La durée d'engagement des consommateurs aussi, au mieux c'est quand même une saison ou une année entière, parce que sinon ça n'a pas tellement de sens finalement. Pour le producteur, de savoir que les gens se sont engagés sur une saison entière, ça lui permet d'anticiper sa production et de savoir quand il a vendu quoi. Donc cet élément très important pour nous n'est seulement là que si on s'engage sur le long terme. Les produits distribués, contrairement à une idée reçue peut-être, il n'y a pas que des légumes. On peut vraiment proposer tout produit agricole dans ces systèmes. Le seul inconvénient, c'est peut-être la chaîne du froid si on a des fromages et des viandes. Donc là, il faudra juste s'organiser différemment, mais tout est possible. Donc c'est là où je voulais insister vraiment, c'est dans la discussion et le dialogue que producteurs et consommateurs se mettent d'accord sur la fréquence, le contenu et les quantités et aussi la valeur des paniers qui seront distribués. Donc, comment ils m'ont demandé quelques photos, mais de toute façon on ne voit rien, donc finalement c'est pas assez grave. Voilà. Il y a des jolies carottes, des jolis paniers. Et là aussi, alors là vous le voyez peut-être pas bien, mais ce qui est important aussi c'est la rencontre, c'est les moments de partage et les moments de discussion où le producteur peut expliquer au consommateur ce qu'il produit, quelles sont ses conditions de travail, quelles sont ses contraintes, pour vraiment que les gens comprennent. Ce qui amène un exemple bête, des pommes qui seront tachées par la grêle. Si le producteur explique au consommateur « je suis désolé, mes pommes ont des taches de grêle », ben, le consommateur les prendra quand même, puisqu'on lui a expliqué, qu'il a discuté et que ce n'est pas quelque chose qui l'empêchera de consommer. Alors, j'ai juste noté les membres vaudois de la fédération. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns. Donc, il y a plein de modèles différents. Vous pouvez vraiment choisir par rapport au type de panier qui vous conviendrait, ou si vous voulez vraiment beaucoup vous engager, ça peut être une coopérative, ou si vous voulez juste acheter moins souvent, vous pouvez aller dans une association. Donc on a un site internet qui reprend toutes les initiatives, donc vous pouvez choisir l'endroit qui vous convient, la fréquence et le fonctionnement qui vous convient. Voilà, on a un beau logo maintenant. Alors, voilà. Je voulais mettre mes coordonnées. Et en fait, je vais aussi vous parler d'une autre chose. Pourquoi j'ai été invitée par le SPADOM, c'est parce que dans les mesures de soutien post-Covid, les mesures de soutien aux producteurs locaux, on est en train de regarder comment proposer aux fonctionnaires lausannois, parce que c'est pas pareil les fonctionnaires vaudois, de pouvoir recevoir un panier sur leur lieu de travail. Donc on a lancé un appel à candidature, on a reçu 18 candidatures. Ce matin, on a discuté, on a dû éloigner des projets parce qu'ils ne respectaient pas la contrainte de 70 km pour les produits proposés. Donc c'était quand même un critère discriminant. Et donc on est en train de préparer des informations qui vont être proposées sur le site intranet pour tous les fonctionnaires de la ville de Lausanne afin de pouvoir choisir un panier. Et c'est, on espère, un projet pilote. On démarre, on questionne, on essaye, et là aussi dans un dialogue et vraiment dans un soutien des producteurs locaux. Donc, en fait, j'ai encore du temps, mais je préférais les questions, en fait. Si vous avez des questions sur le système. Aucune. Bah ouais, alors c'est impressionnant comme ça, vous voulez me demander après, c'est égal. Je suis encore là un moment. Vous limitez pas les fournisseurs au bio, vous êtes tous les agriculteurs? Alors, sur le soutien de la ville, non, c'est ouvert à tout le monde. Dans la fédération, non plus. Parce qu'on n'avait pas envie d'être un peu... Nous, on est ceux qui font juste et les autres font faux. Ce n'était pas pour nous intéressant. On a envie que les gens aillent dans une démarche plus durable, ça c'est sûr. Mais exiger le label bio, pour nous, ça aurait été trop contraignant. Ce n'est pas ce qui nous intéressait. Mais le réseau alémanique, eux, exigent le bio. Donc c'est un peu la discussion. Mais chez nous, non. Après, on n'exige même pas forcément de label. Si les gens ont des pratiques durables, s'ils n'ont pas de label, ça nous va très bien aussi, puisqu'on sait très bien que les labels coûtent très très cher.
Donc, vu que c'est un rapport à long terme entre consommateurs et producteurs et que c'est des visites, en fait, ce que j'ai pas remarqué aussi, c'est la transparence qui est importante. Donc, c'est-à-dire que si le producteur est prêt à faire visiter son domaine aux gens et montrer comment il travaille, les gens savent très bien. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le label ne se fait pas forcément foi, non. Ouais. Donc, moi, j'avoue que pendant la visite, j'avais envie de voir plus de légumes, mais c'est assez personnel. Je trouve qu'il y a trop de fleurs, pas assez de légumes dans les productions de la ville, mais je vais voir comment j'arriverai à un peu pousser le truc. Si vous avez des questions? T'as une question, Daniel ou... Ouais, c'est pas une question de saison, mais... Oui. J'adresse ce modèle des jardins de Kayashla, donc on avait aussi l'idée que les gens allaient donner des coups de main, contribuer, c'est pas la norme dans tous les paniers. Alors là non plus, on laisse les gens s'auto-organiser. Il y a des paniers où les gens doivent s'engager à faire un certain nombre d'heures de bénévolat. Donc ça peut être des récoltes, ça peut être de l'entretien, ça peut être la mise en panier, ça peut être la livraison. Et il y a d'autres systèmes où ils ne demandent pas ce travail aux gens, mais ils aimeraient bien qu'ils viennent dans le comité ou donner un coup de main autrement. Mais en fait, chacun s'organise comme il le chante. Parce qu'après, pour les producteurs, c'est quand même une contrainte d'avoir des gens qui débarquent sur leur domaine. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de recevoir le public. Donc on comprend qu'il y ait certains qui n'ont pas envie d'avoir trop de public. Mais ça a discuté à chaque fois. En fait, il peut y avoir aussi un prix dégressif en fonction du temps de travail que les gens mettent. Donc notamment à Cocane, je sais qu'il y a une possibilité de travailler plus d'heures pour payer un peu moins cher son panier. Ouais, c'est des possibilités qui sont là. Ouais. Juste une petite question. Si tout d'un coup, est-ce que vous avez prévu le cas de figure où des personnes seraient intéressées par les paniers mais auraient l'exigence du bio? Donc comment est-ce que ça ne va pas être jouable en fait? Ils ne vont pas pouvoir choisir par exemple, dans le cadre de ces 15 producteurs, on veut que ce soit ces 5-là qui font du bio, qui nous fassent nos... Alors là, pour la mesure de la ville, là, justement, on a laissé ouvert, je regarde M. Varadi parce qu'il a aussi suivi la discussion, on a laissé ouvert justement pour pouvoir proposer largement autant du bio très engageant, donc des modèles très participatifs, autant des modèles sans bio, donc en PER, à un prix qui sera peut-être moins cher, mais qui sera moins engageant finalement. On laisse assez ouvert pour avoir une gamme de propositions pour les fonctionnaires de la ville, pour pas refermer justement sur un... En fait, on ne veut pas non plus faire un truc que pour bobos ou pour des gens qui ont les moyens, c'est aussi une manière d'ouvrir un peu les systèmes. Donc il y aura différents corners, enfin des corners remplis avec des légumes différents qui seront donnés aux fonctionnaires en fonction de ce que la personne aura exigé comme critère de base. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est de proposer un tableau comparatif sur le site intranet pour que les gens choisissent la formule qui leur plaît. Et après, c'est à eux de contacter le panier et à mettre en place quelque chose. Ouais. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir vraiment une comparaison et une gamme plus large pour vraiment proposer différentes propositions aux gens. Et après, on reste ouvert, ça va être rediscuté. Et j'ai aussi proposé de monter un panier spécifique pour la ville de Lausanne, mais ça, c'est un autre projet. Non, mais ce serait possible aussi d'inclure les domaines de la ville dans une proposition. Ouais. Oui. Est-ce que vous abordez aussi la notion de transformation de choses, par exemple? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous abordez aussi la notion de transformation de choses, par exemple, s'il y a sur la production, transformer ça en bio, aliment fermenté? Ouais. Alors, c'est bien la transformation dont tu parlais. Hein. Excuse-moi, je parle dans le micro, comme ça je suis sûr que tout le monde entend. Ouais, en fait, il y a souvent des fêtes où c'est la journée où les consommateurs viennent ensemble fabriquer la choucroute ou faire de la sauce tomate ou de la transformation. Ouais. Mais oui, disons dans les climats dans lesquels on vit en Suisse, en hiver, il y a quand même moins de variétés de légumes. La saison est plus courte, donc il peut y avoir aussi des produits transformés proposés dans les paniers. Ouais. Ouais. Et aussi, en fait, en général, les paniers sont sur 40 semaines par année ou quelque chose comme ça, pour que l'hiver, il n'y ait pas que des légumes racines ou des trucs mous. Donc là aussi, ça a discuté, ouais, mais c'est possible. Ouais. Donc aussi utiliser le pressoir de la ville, j'imagine, j'ai passé la... c'est dans les possibilités, ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe la parole au suivant? Voilà, j'ai bien fait mon temps.
va passer la parole maintenant à l'association Ressources, M. Charabi, qui va nous présenter les activités de l'association Ressources. Bonjour, alors merci pour l'accueil aujourd'hui et pour toutes les présentations. Pardon. Oui, très bien. Alors l'association Ressources travaille pour la préservation de la biodiversité cultivée, en particulier pour les plantes potagères, quelques fleurs et quelques plantes médicinales. Donc on a commencé en 2009 de presque rien en tant que Cocopelli Suisse, donc on était l'antenne d'une association française. Et l'activité principale au début, c'était en fait la revente et la diffusion de semences que l'association mère produisait en France. Mais très rapidement, on a mis en place un réseau de parrains et marraines au sein de nos membres afin de multiplier et de créer une gamme de plantes potagères qui est à disposition des membres de l'association. En 2011 ou 2012, on a rejoint le mouvement international pour la souveraineté alimentaire. On a fait notamment partie de la délégation suisse qui a participé au forum en Autriche qui a initié la déclaration de la souveraineté alimentaire. On a aussi également, sur cette période, commencé à faire des plantons pour la revente. Depuis, on fait ça chaque année. Et on a également acquis un camion qu'on a transformé en camion boutique qui nous permet de se déplacer un peu partout et d'avoir la boutique qui est prête avec des livres et l'information. En 2013, on a déménagé à Bretonnière. Donc c'est un petit village à côté de Romont-Motier. Et après, on a eu une grande transition en 2017 et 2018. Donc on a changé de nom, on est devenu indépendant. Et on est devenu association ressources telle qu'on est maintenant avec la notion de ressources de vie pour tous. Donc notre activité principale reste avec les semences, mais on a toujours cette notion de ressources de vie pour tous qui peut inclure par exemple le silence ou la nuit. On n'a pas l'expertise pour ça, en tout cas pour l'instant, mais c'est des notions qu'on a toujours en tête quand on travaille. Avec cette transition, on a dû créer un réseau de producteurs professionnels pour avoir notre propre gamme. Vu qu'on était devenu indépendant, on n'était plus fourni en semences par l'association mère, ce qui allait aussi dans notre sens de travailler avec des plantes qui sont acclimatées et qui viennent de plus proche, qui ont grandi plus proche de là où elles vont être cultivées plus tard. En 2019, on a rejoint la Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées. Donc c'est un organisme qui regroupe plusieurs institutions, associations ou privées qui soutiennent justement cette démarche de préservation de la biodiversité. Et cette commission est un interlocuteur de l'OFAC, donc il y a des discussions qui se font entre les deux. Et depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec notre propre terrain à Bretonnière, un terrain qui nous est mis à disposition en fait, par un agriculteur local. Donc c'est une première expérience de multiplication des semences qu'on a, de documentation des variétés, parce que c'est quelque chose d'essentiel qu'on puisse documenter les différentes variétés qu'on a, et également de production de quelques légumes. Alors, notre association rentre dans un contexte un peu particulier. Donc, au fil des décennies, l'agriculture s'est transformée et avec, malheureusement, une mainmise sur le marché des semences par des grandes entreprises, avec souvent un contexte législatif qui va plutôt en leur faveur. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça pose des problèmes ? Une grande part du marché des semences travaillait avec des hybrides, ce qui crée une dépendance des paysans parce que la multiplication n'est impossible d'une année à l'autre. Un autre problème, c'est que ils ont des gammes restreintes. La diversité diminue en fait, et surtout, les plantes qui sont sélectionnées pour des critères de rentabilité économique plutôt que pour des qualités nutritives ou de diversité génétique. Ce qui fait en fait une grande perte de patrimoine, de capacité d'adaptation et puis de résilience.
Donc nous, on vient s'insérer dans ce contexte-là pour préserver une diversité de plantes cultivées qui est à disposition, qu'on veut mettre à disposition de tout le monde. Donc on fait par des dons, des cadeaux ou par la vente, ce qui permet aussi de soutenir l'association. Un autre point qui est assez sensible, c'était le point législatif. Donc même si certaines législations vont en faveur d'une biodiversité, très récemment on a eu une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en Suisse, donc une loi qui est une loi phytosanitaire qui permet en fait d'avoir cette biodiversité, mais qui a des très lourdes charges administratives. Par exemple, pour une autre association, si on voulait être certifié, on va avoir la certification officielle qui nous permettrait de faire des activités avec des professionnels. On devrait, pour certaines variétés, produire plus de semences pour faire les tests, pour voir si on peut être accrédité, que les semences qu'on va réellement vendre. Donc c'est une tâche qui est absolument impossible pour des entreprises ou des organisations de petite taille. Alors, notre association, on travaille principalement sur une base bénévole avec le soutien d'environ 700 membres. Il faut juste que je me retrouve dans mes notes, pardon. On a aussi régulièrement des stagiaires qui viennent soutenir la petite équipe qui travaille dans les bureaux qu'on a. Donc, notre moyen d'action, c'est la participation à des événements divers tels que foires, marchés, conférences et aussi formations et ateliers qu'on organise. On est actif sur principalement le canton de Vaud, mais on va aussi à Genève régulièrement, par exemple pour la fête de la tomate. On va aussi jusqu'au Valais. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble notre boutique, si vous arrivez à voir. Donc on a entre 200 et 500 variétés de plantes potagères en fonction des années. Et on a estimé en 10 ans qu'on a diffusé environ 80 000 sachets de semences libres et reproductibles. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est les marchés auxquels on a participé. Si vous arrivez à voir, le premier, c'est la foire aux Sonnailles à Romans-Motier. En dessous, c'est la fête de la tomate à Genève de 2019. Et en haut à droite, si vous arrivez un peu à voir, c'est la fabrication des plantons. Donc on vend chaque année plusieurs milliers de plantons au printemps. Et en bas à droite, il y a les cultures qu'on a commencé cette année à Bretonnière. Donc notre approche, on a une approche systémique, on a toujours cette vision systémique donc, où on veut aborder les sujets de la graine à l'assiette, en passant par les champs et également par les processus de transformation. On commence un peu à transformer nos productions. Cette année, on a pu faire des conserves, des courgettes qui ont poussé sur notre champ. Donc pour nous, le plus important, c'est les ressources de vie pour tous, que ce soit accessible pour tout le monde, que ce ne soit pas non plus quelque chose de restrictif au point de vue financier. On veut que tout le monde puisse manger sainement avec des plantes de variétés qui sont riches en nutrition et qui soient acclimatées à notre terrain. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Donc les semences et les graines, c'est pour des savoirs plutôt particuliers plutôt. Est-ce que les professionnels peuvent travailler avec vos semences Avec cette nouvelle législation, là, ça pose problème. De ce que je connais, c'est pas encore appliqué. Il n'y a pas encore des contrôles ou des choses comme ça. Ça on n'a encore jamais vu. Par contre, nous, on a eu des discussions avec le FAC, justement, dans le cadre de la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour eux, c'était très clair qu'on ne pouvait pas travailler avec des professionnels. Ils ne pourraient pas utiliser nos semences pour la revente. Donc si eux, ils veulent à titre privé cultiver nos semences, ça, ils auraient le droit. Mais sans le passeport phytosanitaire, ça serait plus compliqué. Oui. Comment ils justifient, en fait, comment le FAC justifie le fait qu'ils ne vous laissent pas
travailler avec des professionnels. Quel est le danger d'après eux? Alors, en fait, ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont une approche très hygiéniste. Donc, ils ont peur d'avoir des bactéries et des maladies qui sont liées en fait au système productiviste industriel. Parce que si on prend l'agriculture en aquaponie, c'est une sorte de laboratoire qui est stérile. Donc, si eux, ils ont quelques bactéries ou champignons ou maladies qui rentrent, ça peut leur poser problème. Tandis que nous, on milite plutôt pour une agriculture diversifiée. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les hybrides, par exemple, ou contre d'autres systèmes, mais il faut qu'on ait un système qui soit résilient, où l'agriculture de proximité, où les variétés, où le patrimoine local a sa place. Donc c'est cette approche hygiéniste qui justifie ça, mais pour nous, c'est plutôt une manière de faciliter les échanges des grands commerçants que de vraiment justifier le besoin réel de protéger contre les maladies qui font partie de notre système. Et en fait, un des problèmes avec cette loi, c'est que si tout le monde, si toute l'agriculture était avec une approche hygiéniste, on serait beaucoup moins résilient à toutes ces maladies, plutôt que de travailler en symbiose en fait, avec la nature, comme on l'a vu tout à l'heure lors de la visite. Oui. Est-ce que vous êtes un peu en contact avec une association similaire, mais eux qui le font a priori de manière professionnelle, puisqu'ils revendent, peut-être que c'est la même chose, la semence du pays, à Genève? Alors moi je ne connais pas personnellement, je pense que le directeur de l'association qui s'occupe tous les jours, qui travaille tous les jours pour l'association, je pense que lui il doit connaître, mais je vais en prendre note. Je vais une petite date. Est-ce qu'il y a notre contact aussi sont venus aussi pour une présentation? Ah d'accord. Si jamais. Très bien. Je pense que ça peut être intéressant pour des petites structures qui travaillent sur ces choses, en fait, qui créent des nouvelles semences adaptées au réchauffement climatique et tout, se mettre un peu oui. Merci beaucoup. S'il y a des personnes intéressées, je vous invite à prendre des flyers que je vais laisser ici. Alors voilà, je vous propose maintenant de voyager à l'autre bout du lac et puis accueillir Madame Laurence de Sardan qui va nous parler des jardins potagers de la Jonction à Genève, c'est un quartier genevois. Merci, ça va? Vous êtes pas endormi? Tout va bien? Déjà, merci beaucoup à SLO de m'avoir invité. Merci aussi au service des parcs et des domaines de la ville de Lausanne. C'est un super endroit, je ne connaissais pas, donc c'est génial de le découvrir. Donc je m'appelle Laurence, je suis coopératrice et habitante d'un écoquartier. Oui, d'un écoquartier, d'un des bâtiments de l'écoquartier de la Jonction. La Jonction, c'est un quartier à Genève, notamment vous le connaissez peut-être parce qu'il y a la radio-télévision suisse qui est située dans ce quartier, il y a la plaine de Plainpalais, c'est où il y a le Rhône et la Jonction et l'Arve qui se réunissent. Donc c'est vraiment en plein centre-ville de Genève. Et j'habite dans un habitat coopératif qui a été construit par une coopérative qui s'appelle la CODA, qui est d'ailleurs aussi présente à Lausanne maintenant, et qui a construit ce projet qui est un immense projet. Je crois que c'est un des plus gros projets qu'ils ont construit. Donc vous voyez le bâtiment ici. Pas très bien, mais voilà. C'est une tour de 11 étages avec un U de 3 étages. Donc, a priori, pas ça comme ça de l'extérieur, c'est pas très écologique. Mais il y a un grand soin au niveau des matériaux qui sont construits, avec lesquels ce bâtiment est construit, et puis aussi le chauffage, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc, dans ce bâtiment, il y a à peu près 115 appartements, et en tout, on est à peu près 250 personnes. En comptant les enfants. Donc c'est un petit village, on peut voir ça vraiment comme une sorte de petit village, et c'est un des 3 bâtiments qui constituent cet éco-quartier. Encore une fois, de l'extérieur, quartier assez minéral, ça a été critiqué. Et là, je reviens à ce que disait Monique tout à l'heure pour les projets. On a cette problématique de la pleine terre. Et du coup, quand il y a eu ce projet qui a été lancé,
qui a pris pas mal de temps à se faire parce que le sol a aussi dû été pollué. Il y avait évidemment pour les habitants de l'écoquartier impossible de faire des jardins parce que la ville de Genève voulait densifier. Il fallait d'ailleurs, la tour était prévue au départ à 9 étages, il fallait que ce soit à 11 étages. Il y a des parkings qui devaient être prévus, etc., etc. Donc il y a eu vraiment cette volonté aussi de faire un jardin sur un toit. Alors jardin sur un toit, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque ce n'était pas l'idée de faire des jardins dans des containers. C'est vraiment d'avoir des vraies parcelles. Donc il y a eu tout un projet qui a été suivi avec les architectes. Et une des particularités de cette coopérative, c'est aussi le fait que les habitants sont impliqués dès le départ du projet, donc dès la vision du projet, dont le concept de construction, que ce soit les appartements, les lieux communs, etc. Donc il y a eu une grosse implication au niveau de ce concept de jardin aussi des habitants, puisqu'au départ, ça devait être plutôt un jardin vu par les paysagistes avec voilà, un petit peu des salades et puis des plantes aromatiques, etc., qui étaient utilisés de temps en temps. Mais là, il y avait une vraie volonté des habitants de dire non, on veut un vrai potager qui est utilisé à l'année. Donc, il y a eu des changements, au niveau de la planification. Sur le bâtiment que vous voyez là, mais je pense que vous voyez non plus pas très très bien, sur la tour 11e, il y a une terrasse avec des plantes, un jardin de plantes sèches. Il faut se dire que sur les toits, le soleil tape, il y a du vent, etc. Donc il y a eu un concept qui là aussi a été repris en main par les habitants, parce que le concept initial, quand ça a été fait, était... je ne vais pas entrer dans les détails, mais n'était pas du tout apprécié, c'était pas du tout, ça fonctionnait pas. Donc les habitants ont repris ça en main et ont eux-mêmes décidé avec un groupe de travail de refaire le jardin sur le 11e, et ça a été refait cette année. Donc comme vous avez compris, on travaille de manière collective dans cette habitation, on est une association. Donc, on prend les décisions ensemble et on prend les choses en main. Et donc, le jardin potager que vous voyez sur l'espace en bas, je veux voir un peu mieux. Là, c'est un peu le plan très basique. Il est constitué de 3 parcelles avec une rangée de châssis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été voulu, encore une fois, par les habitants qui se sont constitués dans un groupe de travail. Donc le groupe de travail potager, on a 70 habitants qui se sont inscrits pour en faire partie, et on pourrait dire qu'il y a à peu près une trentaine d'habitants qui sont vraiment très très actifs, et il y a un groupe de pilotage qui, je dirais, coordonne toutes les activités dans ce potager, qui est de 5 personnes dont je fais partie. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une grande parcelle, parcelle sud, qui est en haut et qui a une profondeur de terre de 65 cm. On a aussi des arbres en espalier. Il y a 2 parcelles à droite qui sont avec une profondeur de 40 cm et une autre série de parcelles à gauche qui là sont des parcelles individuelles, il y en a 22 à peu près, qui sont tirées au sort chaque 3 ans et qui sont occupées par des habitants de manière séparée. Mais tout le reste est vraiment géré par les personnes qui font partie de ce groupe de travail. On est tous des amateurs, on a différents niveaux de formation divers et variés. Moi, à l'origine, j'ai fait une formation d'agricultrice il y a très 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 longtemps. Moi, j'ai refait une formation de permacultrice, il y a pas mal de jardiniers amateurs, etc. Mais il n'y a personne qui est professionnel dont les personnes qui participent, et on est tous bénévoles, bien entendu. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux le jardin sur le toit. Alors qui dit toit, évidemment, là on voit à droite de nouveau les 2 parcelles que je vous ai indiquées. Tout au fond, le coin en haut à droite, c'est le coin des composts. Donc évidemment, on est beaucoup d'habitants, on crée beaucoup de déchets organiques. Donc il y a tout de suite eu un groupe qui s'est constitué, un sous-groupe compost, c'est à peu près une dizaine de personnes, qui s'est constitué en disant on peut récupérer les déchets organiques. Donc il y a une charte dans ce potager, donc on le fait vraiment bio. Il n'y a pas d'intrants chimiques dans le potager. Donc là, on a maintenant 4 fois 1 mètre cube de compost. Et ça, c'est des récupérations des déchets organiques et bio des habitants. Donc on s'est organisé et chaque étage a une sorte de bac.
Et il y a une personne ou 2 personnes en charge qui récupèrent, les habitants viennent vider leurs déchets organiques là-dedans, et c'est vidé dès que le bac est plein. Les gens viennent les vider dans le compost, etc. Et il y a une équipe qui s'occupe vraiment de ces 4 composts de manière régulière avec tous ces déchets qui viennent des habitants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets. Donc du coup, cette année, on a même dû racheter un bac d'un mètre cube parce que ça produisait énormément. Et puis le jardin lui-même, ce que vous voyez aussi le reste, puisqu'on est sur un toit, on a cette problématique du sol que a bien souligné Monique. Et il faut que ce sol se renouvelle constamment. Donc là, on est assez dans l'expérimentation. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. On cherche partout de jardins de ce type sur les toits. Il y a beaucoup de choses dans des containers, mais il n'y a pas tellement d'expérience comme ça. Donc pour le moment, tout ce qu'on peut, on récupère. Tous les déchets verts, même des fois autour, derrière nous, il y a un cimetière, mais qui est plutôt une sorte de parc, parce qu'il y a très peu, c'est le cimetière des Rois, donc il n'y a que des gens assez connus qui sont enterrés, donc il y a peu de monde. À Genève, ce qui est génial, c'est une sorte de parc, on aime bien y aller. Et il y a pas mal dès qu'ils font des coupes de branches, etc., on essaie de récupérer des choses. Et là, on pourra aussi plus intensifier cette récupération. Mais il faut qu'on puisse recycler absolument tout ce qu'il y a sur ce toit parce qu'on doit tout amener sur un toit, donc c'est assez compliqué. Donc, on recycle à fond. Et là, par exemple, tous les déchets verts du jardin, on est dans une dynamique, on a commencé à essayer de faire des composts rapides, etc., pour vraiment réutiliser tout ce qu'on peut, de ne rien jeter. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous dire en gros. Donc là, on voit malheureusement pas très bien, mais il y a une grande parcelle derrière avec des arbres fruitiers. Dans les arbres fruitiers, il y a des kiwis, il y a des pommes, il y a des poires, il y a des pêches, il y a des coings. On est entré dans ce bâtiment en été 2018 et le jardin avec la terre était en place en septembre 2018. Donc là, on entre dans la deuxième année, je dirais le deuxième vrai été avec le jardin. Donc là, on a déjà pas mal de fruits, etc. On est même assez étonnés. Mais voilà, on est dans cette dynamique de réflexion sur le sol. C'est une des choses qui nous préoccupe beaucoup. Et sur cette grande parcelle derrière, là, on a planté à peu près 60 plants de tomates de 10 variétés différentes. Donc, merci Association Ressources, où j'ai eu l'occasion d'avoir un excellent workshop avec l'inventeur de la Green Zebra. Donc, on a récupéré plein de graines. Et on commande des graines, notamment chez Ressources, Semences du Pays, chez Zollinger ou Sativa. Donc, voilà. Et puis là, il y a un autre groupe de travail qui s'est constitué de passionnés de graines, qui maintenant a dit, voilà, on essaie aussi de commencer à faire nos propres graines. Et puis sur la gauche, c'est les parcelles individuelles des gens. Et ce que vous ne voyez pas très bien sur le coin à gauche, il y a une pergola. Et ça, c'est aussi assez important puisqu'on est organisé en faisant des travaux pour les habitants. On les organise une fois par jour. On a décidé que le dimanche était le meilleur jour. Donc, on se retrouve tous les dimanches avec 2 sessions, une le matin, une l'après-midi. Et le groupe de pilotage, on envoie chaque semaine un email avec toutes les tâches qu'il y a à faire dans le potager en récupérant. Et qui veut venir. Et ce qui est génial, je dis par exemple quelques exemples. Dimanche passé, vous savez, il faisait très très froid. Il y a une énorme chute de température. Il pleuvait, le temps était dégueulasse. Et moi, je suis arrivée au potager le matin, je me suis dit, avec ce temps, il pleut, il n'y aura personne. Et en fait, il y a eu 20 personnes qui sont venues travailler sous la pluie. Donc, c'est génial, on fait à peu près. Donc, on passe vraiment ces dimanches avec les habitants qui viennent comme ils ont envie de venir. Mais comme je dis, les gens sont très, très motivés. Et ça, c'est aussi un point très, très important parce que ça nous permet, et ça a aussi été souligné plusieurs fois par Madame Lissisdorf et par toutes les personnes qui étaient là, ça devient un lieu de rencontre, d'échange déjà, nous, dans notre petit village, entre habitants. Et puis parfois, on a des gens qui viennent de l'extérieur aussi. Ça permet aux enfants de voir comment ça pousse. Voilà, on leur donne, par exemple, on utilise souvent les châssis pour les enfants pour qu'ils puissent faire des plantations. Ils découvrent, je plante une graine, tout d'un coup ça devient une plante. Enfin voilà, il y a toute une partie de ce jardin qui est vraiment utile dans la dynamique collective, la dynamique d'échange. C'est multigénérationnel. Il
Il y a des personnes de tous les âges, il y a des familles, il y a des célibataires, enfin, c'est vraiment un bon endroit. Et chaque dimanche, quand on a fini de travailler, on fait évidemment les récoltes et on se retrouve toujours pour un repas sous la pergola où les gens de l'immeuble profitent de préparer ce qu'ils ont cultivé, ce qui a été cultivé. Donc là, c'est aussi un débauche de créativité dans les recettes de ce qui est proposé. Et ce qui était très intéressant aussi, quand M. Buach nous a fait le tour, justement, il nous a parlé de l'utilisation de l'ortie, de la prêle, de la consoude. Alors nous, on a des consoudes qui poussent partout, et les orties aussi. On a la chance que c'est notre jardin, donc on peut les utiliser. Donc on commence maintenant aussi à créer des préparations avec ces plantes pour traiter les légumes. Et puis aussi, il y a des personnes qui aiment faire des baumes, qui ont décidé, ah ben tiens, la consoude, on peut en faire du baume. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent les différentes plantes qu'ils trouvent sur le jardin pour faire des préparations. Là, je voulais vous montrer, on voit un petit peu mieux. Ce que vous voyez, ces trous à côté, en fait, c'est les patios d'espaces, d'appartements qui existent dans cette coopérative. Ça, c'est aussi nouveau dans ce bâtiment-là. Ces appartements collectifs ou communautaires, on habite à plusieurs, et puis on a quand même des espaces privatifs dans les appartements collectifs. Donc ça, c'est aussi une innovation de la CODA dans ces bâtiments. Il y a à peu près une 50aine de personnes, et j'en fais partie, qui habitent dans ce type d'habitation. À noter que le financement de ce jardin sur le toit, qui est quand même assez conséquent, une grosse partie, 700 000 francs, le coût du jardin est pris dans le coût de construction, donc est payé par les loyers. Et puis il y a une partie qui a été prise en charge par la ville de Genève, par le projet Nature en Ville. Mais sinon, c'est pris dans les loyers. Là, vous voyez peut-être... Non, mais on ne voit pas grand-chose, hein, c'est un petit peu difficile. Mais on a de la paille sur le toit qu'on nous a livré au départ du jardin, et on n'utilise pas beaucoup de paillage en fait sur le sol. Donc on essaye vraiment d'être dans une dynamique d'autosuffisance sur ce toit. Et puis je dirais le temps va le dire, comment est-ce qu'on va arriver à renouveler nos sols et puis à garder la fertilité des sols. Là, je vous mettais de nouveau, je ne sais pas si vous avez à lire, mais on a planté en 2019 60 plants de tomates, on a à peu près une 60aine de variétés de légumes. On ne voit pas grand-chose, mais on fait aussi des ateliers. On a fait des ateliers de construction d'épouvantails avec les enfants. Très important, la biodiversité aussi. Comme sur ce toit, évidemment, quand on est arrivé, il y avait rien. Et là maintenant, on commence à voir, il y a de plus en plus d'insectes, on a de retour des oiseaux, on a même des chardonnerets qui nichent. Donc on sent que voilà, les animaux se réapproprient ce lieu. On n'a évidemment pas de hérissons ou d'animaux, de prédateurs de ce type-là, ce qui est un peu dommage parfois. Mais voilà, on a énormément d'oiseaux, on a aussi au niveau des insectes une très très belle diversité, donc il y a des fleurs un peu partout. Là, je ne sais pas ce que vous voyez, bon, on ne voit pas grand-chose, hein, mais c'est une équipe qui essaye de redessiner la parcelle. Parce que de nouveau, on essaye, parce qu'il y a certaines choses qu'on pense qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas, au niveau du design de certaines parcelles, au niveau de ce qu'on plante. Donc il y a aussi une grande partie d'expérimentation. Il y a des gens qui ont envie d'essayer certaines choses. On a eu des personnes qui voulaient absolument planter des pois chiches. Donc on a dit, bon, ben voilà, si vous voulez planter des pois chiches, on vous donne il y a un petit bout, essayez. Donc ils ont planté des pois chiches, ils ont fait cette expérience. À la fin, on avait un petit bol de pois chiches qui a été fait en humus, mais les personnes ont pu faire cette expérience. Et ça, je crois que c'est aussi très important. Et nous, on peut se permettre ce que ne peut pas se permettre forcément un agriculteur ou un maraîcher qui doit produire et qui doit vendre sa production. Alors dans les plantes, on a utilisé aussi, ça a été mentionné par les personnes qui avaient les fours solaires, donc on est en contact avec des associations pour des variétés locales. Donc on n'a pas beaucoup d'artichauts, on a des artichauts de plein palais, qui sont des artichauts violets, qui sont plantés et qui ont très bien donné. On a eu à peu près 80 artichauts cette année, et puis là de nouveau c'est en train de repartir.
Et on a eu les premiers melons cette année. Ça, c'était une plantation, on ne pensait pas que c'était de graines qu'on a reçues. On ne savait pas que c'était des melons, ça a poussé, puis maintenant on en a eu 5 qui sont excellents, donc on a fait des graines de ça, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est les récoltes. Alors évidemment, les récoltes, c'est le moment génial pour tout le monde parce qu'on a les fruits de ce qu'on fait. On partage toujours les récoltes avec les gens qui ont travaillé en priorité. Et puis ensuite, s'il reste des légumes, on les partage. On a eu à peu près 40 courges l'année passée. Donc on a fait une soirée où on a invité tous les gens de l'immeuble à partager tout ce qui peut se faire avec des courges, des gnocchis, des gâteaux, etc. Puis c'est l'idée vraiment aussi que les habitants s'approprient le jardin. On fait à peu près 20 à 30 paniers par semaine qu'on distribue aux habitants avec tous les différentes récoltes. C'est des exemples, vous voyez des courgettes, des pâtissons, des concombres. Ça, c'est un petit peu une photo d'un compost. Ça, c'est une des poires. Cette année, on ne la voit pas très bien, mais on a eu des poires magnifiques. Donc, pour le moment, tout va bien. On récolte énormément. On a eu, 40 kilos de pommes de terre. On en a encore. La semaine passée, on a récolté 60 kilos de tomates. Il y a ce côté de quand même, quand même produire de la nourriture pour les habitants. Donc, ça fonctionne assez bien. Et là, c'est juste une image avec une des collaboratrices, mais pas grand-chose, et puis une des petites filles de l'immeuble. Voilà. Donc, on a eu une visite de Lausanne, de gens de Mobimo qui étaient intéressés de faire un potager comme ça sur un toit. Pour nous, je dois dire, au niveau personnel, au niveau humain, c'est une expérience vraiment incroyable. Je pense que tous les gens qui travaillent dans les jardins le savent. C'est hyper important cet échange. Et puis de retrouver, je dirais, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le côté multigénérationnel. En toutes les générations, tous les milieux sociaux se retrouvent. Et là, c'est vraiment un projet qui est très très important, je dirais, pour nous et pour le quartier. Donc voilà. Merci. Si vous avez des questions. Moi, je pensais à l'eau, comment et aussi en termes d'accessibilité du toit, de portance de l'immeuble, comment est-ce que ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses sur des toits, mais le toit n'a pas été conçu pour, où il n'y a pas d'accès, où il n'y a pas... Est-ce que vous pouvez parler de ça ? Ouais, alors pour le toit, il était conçu pour, donc ça faisait partie du projet. Donc si ça vous intéresse pour des choses plus techniques, je peux vous envoyer des informations. Mais oui, ça a été conçu vraiment pour le portage, parce que par rapport à ce qu'il y a. Pour la récupération d'eau, c'est hyper important. On a deux points d'eau sur le toit donc qu'on utilise, mais on est sur une dynamique d'essayer de récupérer l'eau. Donc on est en train de concevoir un projet pour récupérer toute l'eau qui tombe notamment sur la serre, parce qu'on a vu que ça débite. Si on peut récupérer cette eau, on va pouvoir sauver pas mal de flottes. Ouais. Mais oui, et puis d'autant que c'est pas de la pleine terre, donc il y a de l'écoulement, il y a du drainage. Donc l'eau, c'est assez important. Et ça, c'est un des points qu'on est en train de regarder pour améliorer la récupération d'eau déjà qu'on a sur le toit. Mais ça a été prévu, je dirais, dans la construction des parcelles. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous envoie volontiers un dossier aussi avec la constitution de la terre. Et dans le U, il y a quoi en bas ? Dans le U, en bas, c'est les appartements. Moi, je suis directement un appartement sous le jardin. Ouais, non, en fait, je trouve que c'est le plus en bas, la cour. Dans la cour. Alors, dans la cour, en fait, c'est des terrasses qui sont devant les appartements qui donnent de plein pied. Donc, ils ont mis des bacs. Et là aussi, tous les habitants sont vraiment réappropriés parce que ça a été des bacs aussi avec des plantes. Donc, on replantait à fond. Donc, ça devient vraiment une vraie piazza mais avec beaucoup de verdure. Ouais. Merci. Oui. Alors la surface du toit totale, c'est à peu près 500 mètres carrés. Je pense qu'en plantation, il y a peut-être 300 mètres carrés
de terre. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Madame Sardin. Voilà, on est assis depuis longtemps ici. Je propose qu'on ait encore une présentation, celle de M. Daniel Maradi qui va vous présenter les jardins de poche et le permis de végétaliser. Et ensuite, M. Maïfer a accepté de nous faire sa présentation dehors avec un verre à la main. C'est-à-dire qu'on va aller prendre l'apéritif, on attendra les concerts. M. Maïfer parlera du projet de pressoir à fruits à l'extérieur. M. Maradi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors je vais être assez bref, puisque effectivement on a pris un petit peu de retard. Mais effectivement ma présentation elle est un peu basée sur des photos, parce que moi j'avais envie de vous raconter une histoire en fait, parce que j'aurais pu parler un peu de la procédure que la ville a mis en place pour les permis de végétaliser, donc la mise en place des petits jardins de poche. Qu'est-ce que c'est que ces jardins de poche? C'est un petit peu des petits espaces qu'il y a dans la ville, des petits terrains verts, des pieds d'arbres, des petites zones comme ça que les habitants ont envie de cultiver. Et puis du coup on a mis en place les permis de végétaliser qui permettent un petit peu de mettre un peu tout ça en structure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un peu n'importe quoi n'importe où dans une ville. Il y a des enjeux de propreté, il y a des enjeux de sécurité routière, donc tous ces petits projets ils sont validés, il y a tout un processus de validation qui se termine à la municipalité pour dire ok, ce jardin-là, on peut le faire. Puis mon travail consiste à justement évaluer la faisabilité avec mes collègues de ces petits jardins. Et puis, si tout le monde est ok, on part dans la création d'un jardin. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de vous raconter un petit peu l'histoire d'un jardin qu'on a créé ce printemps avec une association qui s'appelle Envie Montchoisy. Donc ça se passe à Montchoisy. Et ces gens-là avaient comme idée de faire une plate-bande en noisetier tressé. Et toutes ces photos que je vais vous présenter, c'est des photos que les personnes m'ont envoyées en fait, parce que c'est un groupe qui est très enthousiaste. Et puis c'est ce qui fait un petit peu la beauté de mon travail, c'est que je côtoie vraiment des gens qui sont super enthousiasmés, super choux. Et puis ils m'envoient des photos de leurs trucs parce que ça leur plaît, parce qu'ils sont contents. Puis moi du coup ça me touche. Et puis ce projet-là, il m'a touché particulièrement, mais il y en a plein d'autres en fait. Là, voilà. Donc on voit pas très bien les photos, mais donc le soutien de la ville là, dans ce projet-là, il a consisté à j'ai commencé à demander à mes collègues forestiers s'ils étaient d'accord d'aller couper des noisetiers pour faire leur idée de noisetier tressé. Donc vous avez la photo d'un magnifique fagot de noisetier que vous voyez pas très bien, que les forestiers ont coupé, et puis qu'eux, ils sont allés après dans la forêt pour mettre en fagot. On a organisé le transport de ces noisetiers, et puis après, ils ont commencé à tresser les noisetiers pour faire leur plate-bande. Donc là, on voit tout le processus de tressage. Donc on parlait de participation des personnes. Et alors là, c'est vraiment un exemple magnifique de personnes qui se mettent en groupe pour monter ce projet-là. Donc, ensuite, vous devinez peut-être un tas de terre. Donc ça c'est un des autres soutiens que le SPADOM peut apporter aux créateurs de jardins, c'est l'apport de compost, de terre végétale, de mélange, parce que ça fait partie de ces choses-là qui sont un petit peu difficiles pour les habitants à amener en grosse quantité. Donc j'appelle ça un peu le hardware en fait. On est là un petit peu pour soutenir pour ces choses-là. Donc voilà, on voit un petit peu les différentes étapes de la création de ce jardin potager. Pour terminer avec la photo centrale qui montre un petit peu vraiment l'étape finale, c'est-à-dire les plantations. Et puis, donc ça c'est une photo qui date d'il y a à peu près un mois. Et puis, j'ai pas mis la dernière photo que j'ai parce que le jardin est devenu simplement magnifique. En fait, il est absolument submergé de plantes potagères de toutes sortes. Et puis, je vous encourage à aller le voir. Simplement, c'est au quartier de Montchoisy, donc la route de Montchoisy avec le croisement avec Maria Borgia. Donc, ceux que ça intéresse, je vous encourage à simplement aller voir. Aussi parce que
ces gens-là, ils sont très accueillants en fait. Donc comme nous, on est allé pour les promenades des jardins de poche le 27 août dernier, on a passé un quart d'heure devant ce jardin et puis on a été accosté par 5 ou 6 personnes qui pour cueillir une tomate, qui pour dire mais c'est génial ce que vous faites, c'est vraiment magnifique, qui pour juste engager le dialogue. Enfin, il y a vraiment là, on parlait de partage, de mise en lien aussi des gens, et je crois que c'est un des enjeux majeurs de l'agriculture urbaine autour de ces petits jardins de poche, mais aussi autour d'autres projets comme celui que Cyril Maillefer va nous présenter tout à l'heure, c'est de créer du lien entre les personnes et puis de mettre de la vie dans les quartiers. Donc ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que mon travail est tellement beau à effectuer et puis que je suis tellement content de travailler là. Voilà. Alors, je finis quand même par une toute petite diapositive qui vous oriente un petit peu, parce que si vous êtes tenté, si vous avez identifié un espace dans votre quartier et puis que vous dites mais moi j'ai vraiment envie de faire ça, alors vous allez pouvoir vous intéresser un petit peu plus à la procédure pour arriver à créer votre jardin, et puis toute la procédure, elle est indiquée sur le portail web de la ville de Lausanne. Donc www.lausanne.ch/jardin-de-poche. Mais si vous faites une petite recherche Lausanne jardin de poche, vous arrivez directement. Donc voilà, c'est très simple. Et voilà. Projet. Et je me suis dit, ça on peut faire, on allait ramasser les pommes, ça a fonctionné plusieurs années. Et puis, je les voyais s'investir dans ces tâches. Et puis, je les voyais fiers du résultat. Et quand c'est des personnes qu'on a l'impression de connaître de manière tellement routinière, parce qu'en général, ils parlent du café, ils parlent des cigarettes, ils parlent de l'argent de poche. Puis, à côté de ça, on a de la peine, en fait, à établir une relation. Tout d'un coup, vivre une petite aventure, on commence à grimper sur des arbres, ça avait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que j'ai voulu amener ensuite dans la forme de la coopérative. Avoir des projets liés à un patrimoine, puisque ces vergers, c'est souvent des vergers hautes tiges qui ne sont pas cueillis, c'est souvent des anciennes variétés, c'est une ressource pour la faune, pour les insectes, vous savez tout ça. Donc c'est un espace de transition qui est entre l'agriculture intensive et l'habitation, ou entre l'agriculture et la forêt. Donc il s'y passe énormément de choses qui ne sont pas forcément visibles. Et c'est un milieu qui est important comme ça. Et pour moi, faire un travail avec des personnes en réinsertion, c'est important de l'engager par rapport à des valeurs qui sont en lien avec du symbolique. Et le fait que ce soit du patrimoine, ça pourrait être le château de Chillon, mais là c'est les vergers hautes tiges. Et le fait d'être engagé là-dedans, ça donne cette possibilité à ces personnes tout d'un coup d'avoir accès à eux-mêmes à d'autres ressources qu'ils ne soupçonneraient même pas. Et c'est ça que je cherche un peu à déclencher dans des parcours qui ont l'air complètement en impasse. Ça ne marche pas toujours, mais on n'a que des surprises. On travaille plus sur l'inédit, l'inouï, la surprise que sur ce qu'on sait. Donc on cultive cette façon de fonctionner. Le long de cet itinéraire, j'ai rencontré le monsieur qui s'occupait du pressoir d'orge. C'est un pressoir de campagne, parce que c'est une vieille affaire de presser ses fruits, puisque les gens ne buvaient pas de vin, mais ils buvaient du cidre. Et donc, ils utilisaient les pressoirs dans les communes. À l'époque, c'était des grands pressoirs à corbeille, grands comme ça, avec la vis au milieu, vous avez déjà vu ça. Et on sortait 1000, 1500 litres que les gens se partageaient, ils faisaient du cidre, ça durait une année, etc. Ces pressoirs, ils ont été remplacés dans les années, après-guerre, par des pressoirs à paquets, où les poires sont râpées, broyées, et puis ensuite on fait des paquets avec une toile, on fait plusieurs étages, et on passe ça sous une presse. Ça, c'est un système intéressant et c'est celui que j'ai appris parce que ça permet de faire des petites quantités pour différents clients. Et on peut faire le jus comme ça à façon.
c'est-à-dire 20-40 kilos pour une personne ou 200 pour une autre, et séparés tous les jours. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc pour nous, entreprise sociale, c'est génial, c'est un travail d'équipe, hyper coordonné, parce qu'il ne faut pas se tromper de tuyaux, ni de boutons, ni mettre ses mains où il ne faut pas. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de coordination. Et puis c'est un travail joyeux, parce que quand le jus sort, c'est toujours un événement. Je ne sais pas, c'est une sorte de naissance, c'est une sorte de... Voilà. Et là aussi, on touche quelque chose d'émotionnel, de direct, de simple, d'évident. Et avec lequel c'est joyeux de travailler. Donc pour ceux qui ont fait un burn-out parce qu'ils ont fait 10 ans dans l'administration avec des choses abstraites où ils n'ont pas pu vivre des émotions, et tout d'un coup se trouver face à des choses aussi simples, ça fait émerger des récits. Tout d'un coup ils racontent « Ah oui, mais avec ma grand-mère, avec mon grand-père ». Et on se reconstruit à partir de ça. Je ne peux pas mener tout un travail thérapeutique, évidemment, mais je peux faire arriver ces petits bouts de choses que vous voyez aussi dans vos jardins, les uns les autres. Et c'est avec ça qu'on peut vraiment retravailler le récit des personnes pour avancer. On a donc appris avec le fonctionnement du pressoir à paquets, avec le propriétaire, M. Dutoit, à Orbe, depuis 2015-2016, et puis dans une collaboration avec la ville de Lausanne, avec l'équipe participative, là, le groupe, les événements qu'il y a eu d'agriculture urbaine participative, les Lausanne Ville Comestible, voilà. Il y a eu des tas de gens qui se sont réunis. Et on avait un nœud autour des outils de transformation. Et nous, comme coopérative, c'est exactement ça qu'on fait, puisqu'on a aussi une cuisine, et puis qu'on travaille aussi avec des agriculteurs pour faire des conserves à façon. Et vu l'intérêt pour les vergers haute tige, on s'est dit, mais à Lausanne, pour valoriser ces vergers, il faudrait aussi un pressoir. Et avec le pressoir à paquets, on pourrait utiliser déjà les fruits des habitants. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on ait planté dans 20 ans des choses. Il y a déjà des choses dans les jardins qu'il suffit de ramasser et d'amener au pressoir. Et miracle du Covid, on a réussi à monter en quelques mois ce projet, à le faire passer, acheter les machines et à les installer la semaine passée dans des anciens abattoirs qu'on a nettoyés pendant les vacances. Les choses sont comme ça. C'était des anciens abattoirs du CHUV qui n'étaient pas utilisés à la ferme de Sery. Un gros coup de Karcher et on avait un local qui était compatible avec les normes d'hygiène. On a pu commencer à faire le jus de pomme la semaine passée, cette semaine. Et on n'a plus de nuit, on n'a plus de week-end. C'est ce jus de pomme qu'on boit? Malheureusement pas. Malheureusement, là il y a eu un petit problème de coordination. Mais le prochain, samedi prochain à Sery, à l'inauguration. Voilà, samedi prochain, on pourra boire le jus du pressoir. Voilà. Mais donc, faites passer le message, cueillez des pommes, mangez des poires, des coins aussi. On peut faire des mélanges, il y a des choses absolument délicieuses. Et puis, venez presser, le tout pasteurisé, emballé, qui tient une année, ça coûte à peu près 2 francs le litre. Si vous fournissez les pommes, ça va. À partir de 20 kilos. Une caisse, Et on peut apporter aussi les vergers? Oui, aucun problème. Pas de moisissure, pas de terre. C'est tout. Si vous voulez cueillir des pommes tombées, mettez une bâche. Puis quand elles tombent, vous mettez dans des caisses, vous attendez 1 ou 2 semaines que les prochaines tombent. Et puis dans une caisse, au sec, elles se conservent 1 ou 2 semaines. C'est pas un souci, au moins il n'y aura pas les guêpes. Puis, comme ça, vous pouvez continuer à cueillir. Si vous laissez trop tomber, il y a les guêpes, on n'ose plus aller cueillir, et puis on a un tas comme ça de pommes à la fin de l'année, on ne sait plus comment faire. Donc, on peut faire du compost, mais on peut faire aussi du jus de pomme, c'est meilleur. Alors, enlever celles qui sont mauvaises pour faire du compost, éviter d'attirer les guêpes pour pouvoir continuer à cueillir les suivantes. Faire des séries de caisses tous les jours, tous les 2 jours,
et puis ensuite les amener au pressoir. Je ne sais plus par que les jours, il y a le lundi soir, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin, vous pouvez amener les caisses au pressoir de la ferme de Cery. Donc, prendre rendez-vous? Non, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Il suffit d'aller entre 16 et 18 les soirs de semaine, donc lundi, mardi, jeudi. Et puis le samedi matin, 9h midi. Et puis vous pouvez débarquer comme ça avec les caisses de pommes. Les pommes sont un peu sales dans les laves. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a toutes les informations sur le site de la ville, www.lausanne.ch/pressoir. Voilà, pour les petites infos techniques, les heures d'ouverture, tout ça, c'est tout bien en ligne. Ouais, c'est parfait. Je réponds volontiers à vos questions pendant l'apéro. Ça va? Très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci. Voilà, pour la suite, ce qui se passe maintenant, on a la chance d'accueillir Florence Chitakumbe et Béatrice Grave qui vont jouer dans un moment. Mais pour ça, il faut mériter la musique, à savoir qu'il faudra pédaler, vous avez vu les vélos, donc il faut générer l'énergie qui permettra d'amplifier les sons. Ça, on fait comprendre des listes de gens qui viennent pour un tour. Non, en général, les gens ils sont assez motivés, mais c'est vrai que le concert commence pas. Tant qu'il n'y a personne qui pédale, le concert commence pas. Alors ça, si vous voulez pas de musique, c'est la meilleure solution, c'est de pas aller pédaler. Et puis pour le moment, on a peut-être besoin de 2 personnes. On va faire un micro soundcheck et ensuite on enchaînera dans les 5 minutes qui suivent après le micro soundcheck. C'est plus un line check, comme on dit dans le métier, qu'un soundcheck. On enchaînera donc avec notre concert et ensuite il y aura un deuxième concert puisque Alexis Anhart et Grégoire Cartier, donc Grégoire Cartier avec qui j'ai monté ce projet Slow, joueront aussi en duo. Donc voilà, on a encore bien 1h30, 2 heures devant nous pour passer un chouette moment. Puis les gens qui se sont découverts ou qui se connaissaient déjà puissent échanger sur leurs intérêts réciproques. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc les questions, vous pouvez les poser pendant l'apéritif. Je propose de le faire de manière un peu privative ou comme vous voulez, mais on ne va pas rester tous ensemble évidemment. Vous remercier pour vos participations. Alors déjà remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. J'espère que vous avez été enchantés par ce que vous avez pu entendre. C'est vrai que ce lieu est un lieu magnifique. Il va être ouvert au public de plus en plus. Il l'était déjà, mais il n'était pas forcément très accueillant pour le public. Mais maintenant, on veut vraiment l'ouvrir au public de manière à ce que la population puisse se l'approprier gentiment, parce qu'il y a un quartier qui va se construire ici aussi d'ici quelques années. Et le but, c'est que cet endroit puisse être à disposition des habitants du quartier et à disposition des habitants de Lausanne. Remercier aussi toutes les intervenantes et tous les intervenants. Je crois que c'était un panel assez large, mais on ne couvre pas tout évidemment, mais pour cette transition et pour cette agriculture urbaine, pour cette ville qui peut être comestible, cette ville en plus qui est saine, hein, parce qu'on cultive sainement en ville, et ça devient très particulier. On l'a vu avec nos abeilles par exemple, nos abeilles qui se portent souvent bien mieux qu'elles se portent à la campagne. On a des rendements de miel qui sont exceptionnels. On peut se coucher dans n'importe quelle prairie en ville de Lausanne sans du tout craindre d'avoir des pesticides qui ont été posés dans la prairie ou n'importe quel intrant chimique. Donc on a une ville qui devient de plus en plus belle, de plus en plus saine et qui va devenir de plus en plus productrice. Et je crois que cet après-midi c'était très intéressant de pouvoir l'évoquer avec toutes et tous. Et remercier ceux qui ont organisé aussi, alors Béatrice Graff et son équipe, hein, je crois que c'était magnifiquement organisé. Alors c'était slow, hein, quand on est arrivé on ne savait pas encore très bien comment on allait faire, il fallait s'adapter. Vous avez été tout à fait coopérants, hein, ça s'est fait dans une très grande fluidité, c'était très agréable. Remercier Christophe Merci qui est là et qui nous sert à boire. Et Daniel Varadi qui a organisé, il n'est plus là Daniel? Il est pas loin. Il est pas loin, mais il n'est pas là, mais qui a organisé pour notre service cette manifestation. Voilà, quant à moi, je vous propose de rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Le portail est automatique, il se ferme quand le dernier part, donc faites attention de ne pas rester tout seul ici, d'aller faire une sieste, etc. Vous aurez de la peine à sortir, mais vous pouvez rester le temps que vous voudrez. Béatrice fermera les lieux, j'imagine. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Très bien, merci. Et puis, je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des projets ensemble. Vous avez compris que la ville, elle a besoin des habitants pour faire des projets. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et cette démonstration, j'espère qu'elle a été faite cet après-midi et que nous pourrons poursuivre cette collaboration. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Le bar est ouvert.